Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle session de formation qui est organisée par l'Association de médecine d'urgence de la RDC. Je réponds au nom de Ken Diango. Je suis médecin urgentiste formé à l'Université de Cape Town où je poursuis pour le moment mes études doctorales. Je suis le secrétaire général de l'Association de médecine d'urgence de la RDC. Le cadre dans lequel nous vous recevons ce jour, c'est en fait pour critiquer un article scientifique qui a été publié dans un journal réputé. Le but, en fait, de ce genre de session organisée par l'Association de médecine d'urgence de la RDC est de faciliter, en fait, l'apprentissage de la critique méthodique des publications scientifiques. Comme on le sait de nos jours, la médecine que nous pratiquons se doit d'être basée sur des preuves. Et les preuves, justement, sont acquises et collectées par la recherche. Le deuxième objectif de cette session est aussi d'aider, justement, à la compréhension des principales étapes par lesquelles toutes les recherches sont faites, et principalement les essais cliniques. Mais il sera aussi question de détailler ici les éléments qui nous permettront donc de juger de la valeur d'un essai clinique ou d'une certaine publication scientifique. Pour nous aider à décortiquer un article ce jour, nous avons l'honneur de recevoir Dr Diulu Kabongo. Dr Diulu Kabongo est spécialiste en médecine d'urgence et aussi spécialiste en médecine de famille. Il est actuellement en train de poursuivre ses études doctorales à l'Université du Cape Town. Il travaille pour International SOS comme médecin urgentiste. Dr Kabongo, bonjour. Bonjour. Alors, Dr Kabongo, dites-nous, quel est l'article que nous allons critiquer de façon méthodique ce jour? Aujourd'hui, nous avons choisi un article qui est lié à l'actualité de l'heure, ça veut dire la COVID-19. Et c'est un article qui analyse plus ou moins les options thérapeutiques chez les malades qui se présentent avec COVID. Et ici, il s'agit particulièrement de l'utilisation des corticostéroïdes pour traiter les malades COVID et voir si ça a un impact sur la mortalité. Alors, dites-nous, Dr Diulu, quelle est la question centrale de la recherche, en résumé? La question centrale, c'est que en comparant les malades qui prennent un traitement usuel, est-ce que l'ajout d'un corticostéroïde, particulièrement dexaméthasone, permet à réduire la mortalité à 28 jours de la maladie COVID? Assez intéressant, justement parce que c'est d'actualité, parce que la COVID a montré combien elle est mortelle et les dommages qu'elle a causés. Et c'est donc utile de savoir si certains aspects thérapeutiques sont utiles pour contrer cette mortalité. Et en l'occurrence, c'est la dexaméthasone que nous sommes en train d'analyser. Dites-nous un peu, quel est le contexte spécifique? Quel est le contexte de cette étude? Oui, le contexte, on l'a un peu touché. Nous savons tous que depuis fin décembre 2019, il a été officiellement identifié une nouvelle maladie respiratoire qu'on a avec le temps commencé à appeler COVID-19, qui est lié à un pathogène que l'on appelle SARS-CoV-2. Alors, ce qui est important avec cette maladie, c'est que sa rapidité de transmission a finalement traversé les frontières de la Chine. Donc, du premier endroit où on l'avait trouvé à Wuhan en Chine, a traversé les frontières et s'est retrouvé partout sur toute la Terre et a donc été déclarée une pandémie. Malheureusement aussi, c'est que il y a un bon nombre de malades qui meurent de ça. Alors, ça attire l'attention de tout le monde et il faut trouver des moyens pour parvenir à juguler le processus. Et un des moyens, c'est un traitement curatif. Alors, il n'y en a pas jusque-là. Alors, d'où l'importance de cette étude en essayant différentes molécules pour voir si finalement on aura une molécule qui peut parvenir à traiter cette maladie. Alors, en Angleterre,
un groupe de chercheurs s'est mis ensemble et a créé un protocole qui a testé plusieurs options thérapeutiques, parmi lesquelles les stéroïdes, donc dexaméthasone, parmi lesquels certains antirétroviraux comme la combinaison lopinavir-ritonavir, parmi lesquels l'utilisation de l'hydroxychloroquine, parmi lesquels l'utilisation de azithromycine. Ceux-ci ont effectivement constitué 5 groupes, avec un groupe contrôle. Et ce sont ces 5 groupes-là qui sont pratiquement les groupes de base que les chercheurs ont essayé d'analyser pour voir s'il y avait un impact. Alors parmi ces groupes, pour une raison ou une autre, il y a des groupes où il a été ajouté le plasma des malades guéris ou un médicament qui s'appelle, un anti-inflammatoire qui s'appelle tocilizumab. C'est un peu ça le contexte. Mais ici, dans cet article, nous allons nous occuper particulièrement de la branche dexaméthasone et voir s'il y a un impact sur la mortalité. Merci, Dr Kabongo. Donc, en résumé, vous nous dites que le contexte est donc la pandémie à la COVID qui est en train de sévir en ce moment, et un groupe de chercheurs au Royaume-Uni s'est décidé de tester certaines options thérapeutiques. C'est l'étude Recovery. Et parmi ces agents thérapeutiques qui ont été utilisés, qui ont été testés, c'est la dexaméthasone qui fera l'objet de notre intérêt en ce moment. Dites-nous, de quel type d'étude il s'est agi? Ouais, c'est évidemment une étude randomisée parce que l'allocation a été computérisée et les malades ont été dispersés dans un groupe comme dans un autre sans l'influence des chercheurs. Mais malheureusement, c'est une étude qui n'est pas aveugle. Parce que dès le moment que l'allocation a été faite, les chercheurs savaient dans quel groupe se trouvaient les malades, et les personnels soignants savaient aussi dans quel groupe se trouvaient les malades. L'intention ici était de créer les 5 groupes dont j'ai parlé avec un ratio de 2 malades pour le groupe contrôle et 1 malade pour chaque groupe de différentes thérapies. Et cette étude a été faite dans à peu près 176 hôpitaux en Angleterre, et la collection des données a été faite de mars à juin 2020. OK, merci. Donc, il s'agit d'une étude, comme vous le dites, randomisée et multicentrique qui s'est passée donc au Royaume-Uni, comme vous le dites. Dites-nous maintenant, docteur Kabongo, parlez-nous un peu plus de la population d'études, parce que c'est important que l'on comprenne comment les allocations ont été faites et quel genre de malades ont fait partie des différents groupes thérapeutiques en l'occurrence. Oui. Et donc, dans ces 176 hôpitaux, il a été demandé aux cliniciens de sélectionner des malades qu'on allait impliquer. Et parmi les critères d'inclusion, il y a évidemment l'âge. Donc, au départ, il fallait inclure seulement les malades qui étaient plus de 18 ans et plus. Mais ça, c'est à partir de mars. Mais déjà vers mai, les chercheurs avaient décidé que non, il fallait inclure tous les malades. On a aussi inclus les femmes enceintes aussi bien que les femmes qui allaitaient. Du point de vue des critères d'inclusion aussi, c'était des malades COVID-19 évidemment, mais aussi bien confirmés par un test de labo de PCR ou cliniquement soupçonnés d'être malades COVID-19. Du point de vue des critères d'exclusion, il faut retenir toutes les contre-indications de la dexaméthasone,
ou s'il n'y a pas de dexaméthasone, particulièrement à l'hôpital quand le malade se présente. Alors, en respectant la dispersion des malades, comme je l'avais dit, donc il faut pratiquement un ratio de 2 malades contrôle pour un malade dans chaque groupe thérapeutique, donc un malade pour dexaméthasone. Et il était prévu que les chercheurs allaient décider avec le temps, en considérant l'allure de sélection des malades, sur les critères pour déterminer l'échantillonnage. Et donc, comme Covid était encore à son début, on a supposé que si, par exemple, la mortalité est considérée de 20% et qu'on veut réduire la mortalité de 4% avec une puissance statistique de 90% et une signification statistique de 0,01, on devait avoir 4000 malades contrôle pour 2000 malades dexaméthasone. Et au bout du temps qui était prévu pour cette étude, on a finalement eu un échantillon de 2104 malades qui ont reçu dexaméthasone et 4321 malades qui étaient contrôle. Et lorsque on a observé ces malades pour voir si du point de vue caractéristique, ils étaient similaires. On a trouvé beaucoup de similarités, parmi lesquelles l'âge était plus ou moins similaire, même s'il y a une différence de 1,1 an, ce qui sera aussi considéré dans l'analyse. Du point de vue du genre, c'était similaire, avec beaucoup plus d'hommes que de femmes. Du point de vue du diabète qui influence la mortalité, on le sait bien dans le Covid, c'était similaire et c'était autour de 24% en moyenne. Quand on regarde toutes les comorbidités, tous les malades qui avaient une comorbidité au plus, c'était similaire et c'était autour de 50% à peu près. Et on avait 6 femmes enceintes qui étaient incluses. Donc d'un côté, on avait un groupe d'intervention qui recevait dexaméthasone par voie orale ou par voie intraveineuse, selon les circonstances. Donc s'ils sont intubés, par exemple, ils auront ça par voie intraveineuse et ils recevaient 6 mg. Et chez toutes les femmes enceintes, plutôt que de donner dexaméthasone, on leur donnait plutôt prednisone ou hydrocortisone. Et dans le groupe contrôle, c'était juste le traitement usuel, ça veut dire anticoagulants, les antipyrétiques et consorts. Donc c'était un peu comme ça que la population est. Oui, merci, docteur Dulou. Donc, en résumé, ce que vous nous dites, c'est qu'il y a eu deux groupes, surtout pour ce qui est de dexaméthasone, autour de 2000 à 2104 dans le groupe d'intervention qui était censé recevoir la dexaméthasone orale ou intraveineuse à 6 mg pendant 10 jours. Et de l'autre côté, il y avait un groupe contrôle qui était le double de ce groupe-là, avec 4321 participants. Et les critères d'inclusion, de façon importante, c'était un test, une confirmation donc, de l'infection à COVID-19. L'âge a varié, vous dites. Initialement, ils ont commencé avec un âge supérieur à 18, mais finalement, ils ont inclus tout le monde. Et vous avez notamment mentionné que tous les genres étaient inclus et qu'en fait, à la limite, il n'y avait plus de différence entre les groupes contrôle et les groupes d'intervention. Dites-nous maintenant, docteur Dulou, quelles ont été les méthodes statistiques ou les tests statistiques qu'ils ont utilisés pour interpréter, pour arriver à des résultats? Oui, je dois le répéter encore parce que je crois que c'est un point capital qui influence plus ou moins l'analyse de ces résultats. C'est que quand on détermine les méthodes statistiques, la première des choses, c'est qu'il faut fixer certaines choses pour déterminer l'échantillonnage qui peut donner des valeurs qu'on peut analyser de façon statistique. Et à ce point de vue-là,
il n'y avait pas de critères assez clairs. Il y avait tout simplement une idée que, avec le temps et avec l'évolution et la vitesse de sélection des malades, on pouvait peut-être changer les choses, mais on s'est donné une idée au départ en disant si on considère une mortalité de 20% et, une réduction des mortalités de 4%, avec une puissance statistique de 90% et une signification statistique de 0,01, il y avait un certain échantillonnage qu'on devait avoir. Mais ceci pouvait varier selon la capacité de sélection des malades. Mais ce qui était fixé, c'est que le rapport des risques dans l'évaluation statistique était défini et allait utiliser l'analyse de régression de Cox, la comparaison des groupes, des différents groupes était fixée aussi, allait utiliser la méthode de test de qui carré, et parce qu'on ne savait pas si on allait suivre le malade jusqu'à la fin, et donc l'analyse allait utiliser l'intention de traiter, ce qui est une bonne chose aussi. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que dès le départ, les chercheurs se sont fixés de revoir les données chaque 2 semaines pour une réorientation. Merci, Dr. Dulou. Donc, il y a des méthodes statistiques prédéterminées qui ont été utilisées. Nous n'allons pas rentrer, bien sûr, dans les détails du choix, mais vous avez parlé de la régression, l'analyse de régression de Cox, vous avez parlé du test de Qui-Carré, vous avez aussi parlé de l'intention des traités. Mais ce qui est important, c'est qu'il y avait une analyse des résultats qui se faisait assez régulièrement, parce que comme on le sait, même quand on fait des études, il peut s'avérer parfois nécessaire d'arrêter une étude bien avant le temps imparti en fonction des résultats, s'ils sont trop nocifs ou s'ils montrent qu'ils ont vraiment un effet bénéfique assez évident. Parlez-nous maintenant des résultats. En gros, quels ont été les résultats et essayez pour notre audience, essayez de les grouper en résultats primaires et en résultats secondaires. Docteur Diolo. Ouais, ouais. Les résultats, évidemment, il y en avait des primaires, il y en avait des secondaires. Et avant de les entamer, je vais tout simplement stopper pour dire que, évidemment, les malades étaient séparés en groupes d'intervention et groupes contrôle. Et ce qu'on sait, c'est que 95% des malades qui étaient randomisés dans le groupe d'intervention ont reçu effectivement dexaméthasone. Donc, il y a eu 5% qui n'ont pas reçu. Et malheureusement, dans le groupe contrôle, il y a eu aussi 7% des malades qui ont fini par recevoir dexaméthasone. Avec cette clarification, les résultats primaires étaient liés à la mortalité à 28 jours et qui a effectivement comparé la mortalité dans le groupe dexaméthasone avec le groupe contrôle. Et il y avait clairement une réduction de la mortalité qui était significative. Mais parce qu'il y avait un peu cette différence d'âge de 1,1 an, cette mortalité a été ajustée à l'âge. Et en fin de compte, la mortalité dans le groupe d'intervention était de 21,6%, alors que la mortalité dans le groupe contrôle était de 24,6%. Et cela, malgré l'ajustement, a été statistiquement significatif. Du point de vue des résultats secondaires, il a fallu regrouper les malades en sous-groupes pour voir s'il y avait influence d'un ou un autre élément. Alors, dans le sous-groupe des malades qui étaient sous ventilation mécanique, il y a évidemment la plus grande influence sur la mortalité dans ce groupe-là, du fait que le groupe qui a reçu dexaméthasone avait une mortalité de 29%, alors que le groupe contrôle avait une mortalité de 40,7%, pratiquement la moitié. Et donc ça, c'était vraiment la plus grande différence qui était significative. Dans le groupe des malades, de tous les malades qui étaient sous oxygénothérapie, il y avait aussi une différence significative avec le groupe DEXA à 21,5%,
le groupe contrôle 25%. Le sous-groupe des malades qui n'étaient pas sous ventilation, malheureusement, n'a pas montré de différence dans la mortalité. Et on a aussi considéré les sous-groupes selon la durée de la symptomatologie. Et on a regardé les malades d'un côté avec une symptomatologie de moins de 7 jours par rapport aux malades qui se présentent avec une symptomatologie de plus de 7 jours. Et clairement, les malades qui ont reçu dexaméthasone avec une symptomatologie de moins de 7 jours avaient un impact significatif sur la mortalité. Il y a aussi d'autres petits points comme la durée de séjour sur les deux groupes qui n'étaient pas très différents. Il y a aussi l'usage de la ventilation mécanique chez les malades qu'on met déjà sous dexaméthasone. Et on s'est rendu compte qu'il y avait aussi une différence. Donc, dès que les malades étaient mis sous dexaméthasone, il y en avait très peu qui allaient jusqu'à la ventilation mécanique par rapport à ceux-là qui n'étaient pas mis sous dexaméthasone. Quant aux autres thérapies exigées malgré dexaméthasone, comme la dialyse rénale, il n'y avait pas un bon rapport, alors qu'on voulait voir si les malades sous dexaméthasone étaient obligés de terminer par la dialyse, qui est liée à une complication de l'insuffisance rénale. De même, la survenue des arythmies cardiaques et tout ça, il n'y avait pas un rapport très clair dans la collecte des informations. Donc, c'est un peu ces éléments qui constituent les résultats qui ont finalement fait partie de l'analyse. Vraiment intéressant, merci docteur Dulou. En fait, les résultats primaires qui étaient le plus important et dont tout le monde a parlé, c'est la réduction de la mortalité dans le groupe qui recevait la dexaméthasone. Vous avez parlé d'une différence statistiquement significative entre le groupe d'intervention à 21% et le groupe la mortalité donc qui était à 21,6% dans le groupe d'intervention et 24,6% dans le groupe. Mais ce qui est important, vous avez dit qu'en fait, quand on a vu les sous-groupes, ceux qui étaient sous ventilation mécanique bénéficient plus de la dexaméthasone parce que la différence était une mortalité de 40% dans les groupes qui ne recevaient pas la dexaméthasone, mais 29% de mortalité dans le groupe qui recevait la dexaméthasone. Vous avez parlé aussi d'autres résultats secondaires, mais les plus importants à retenir sont ceux-là. Dites-nous maintenant, au vu de ces résultats et des méthodes statistiques qui ont été utilisées, parce que nous avons parlé de la population, nous avons parlé de la sélection de ça, mais la finalité était en fait une conclusion. À quelle conclusion les chercheurs ont-ils abouti? Ouais, les chercheurs ont abouti à la conclusion que dexaméthasone réduisait en général la mortalité à 28 jours. Chez les malades qui ont COVID-19 et qui sont hospitalisés. Et cet effet est plus significatif chez les malades qui sont sous ventilation mécanique parce que en y ajoutant le nombre de sujets à traiter, on voit clairement qu'il y a un impact important parce que le NST, donc le nombre de sujets à traiter, est 8. Donc ça veut dire un malade sous ventilation mécanique qui reçoit, 8 malades sous ventilation mécanique qui reçoivent dexaméthasone 1 et carrément tiré des mauvais draps, si on peut le dire. Il y a aussi un effet, si on considère tous les malades qui sont sous oxygénothérapie, mais cet effet est moindre parce qu'en calculant le NST, le nombre de sujets à traiter, on se retrouve avec 25. Donc, il faut traiter 25 pour avoir un seul cas qui, en fait, bénéficie. Il y a très peu probable d'effet si la symptomatologie est de plus de 7 jours. Je crois que, en conclusion, ces 4 points peuvent être retenus.
selon l'auteur. Merci, merci, Dr. Dulou. Donc, 4 points importants qui, pour résumer, en fait, les résultats qui ont été obtenus. La grande conclusion, comme vous l'avez dit, c'est que la dexaméthasone, effectivement, a été, surtout dans la population qui est sous ventilation mécanique, a effectivement contribué à réduire significativement leur mortalité. Mais nous allons devoir, de façon objective, voir si réellement ces résultats disent ce qu'ils disent, en fait, en termes de validité. Alors, pour cela, Dr. Dulou, dites-nous quels ont été les points forts et les points faibles de cette étude. Ouais, ouais. Je crois qu'il est important pour les gens qui lisent de noter les points forts et les points faibles pour en tirer des conclusions pour leur application en clinique. Parmi les points forts, ce qu'il faut savoir, c'est que nous sommes pendant une pandémie, il n'y a pas de traitement et une équipe se met en place pour essayer de tester la validité de certains traitements. Je crois que ça, c'est vraiment capital. Ce qui est aussi un point fort, c'est que malgré qu'on a fait tomber certains malades, mais à peu près 95% des malades ont été suivis complètement, donc pendant les 28 jours, ce qui est vraiment bien. L'allocation des malades était computérisée, ce qui a été bien fait, et l'analyse était à intention de traiter, donc même si les malades changeaient de groupe, on allait toujours les analyser selon le groupe initial où on les avait inclus. Et il faut dire que, particulièrement dans la portion de dexaméthasone, c'est des résultats qui viennent s'ajouter à d'autres résultats des recherches qui ont été faites avant dans la pneumonie sévère, par exemple, en utilisant les stéroïdes chez ces malades-là. Je crois que c'est là les points forts. Quant aux points faibles, malgré que ce n'était que 5%, je crois qu'il faut quand même noter que 5% des malades n'ont pas été suivis pendant les 25 jours. L'essai n'était pas aveugle et les traitements usuels de base a quand même changé avec le temps parce qu'il arrivait parfois qu'on ajoutait d'autres traitements chez certains groupes. Et dans la conception initiale de cette recherche, même si ici nous ne discutons que de la branche dexaméthasone, en soi, cette recherche avait plusieurs branches, comme je les ai décrites au départ. C'est qu'en plus du groupe contrôle qui recevait les traitements usuels, il y avait une branche pour dexaméthasone, une branche pour hydroxychloroquine, une branche pour azithromycine, une branche pour les antirétroviraux, ce qui peut un peu alourdir l'analyse et peut-être amener la confusion avec le temps. Il y a aussi un point capital, c'est que la mortalité dans le groupe qui recevait la ventilation mécanique a été considérée comme un peu très élevée parce qu'elle était à 40,7% alors qu'il y a des pays qui n'avaient cette mortalité que vers 20% comme la Suisse. Mais je dois dire que dans beaucoup de pays africains, cette mortalité était même plus que les 40% ici. Je crois qu'il y a des endroits où on parlait de 70-80%. Je crois que même si pour les auteurs, ce point ici est mis parmi les points de faiblesse, du point de vue africain, peut-être que cela ne représente pas tellement un point de faiblesse. Ce qui est aussi important, c'est que l'âge qui était au départ 18 ans et plus avait aussi changé. Je crois qu'il faut noter ça. Et il faut aussi noter, comme je l'avais dit, que l'échantillonnage n'était pas déterminé au départ. Je crois qu'ils ont vu avec le temps comment la sélection se faisait et alors ils ont fixé certaines valeurs statistiques qui ont finalement permis de déterminer l'échantillonnage. Il faut aussi accepter le fait qu'on n'a pas inclus que les malades qui avaient la COVID prouvée du point de vue de labo avec PCR, mais on a aussi inclus des malades avec un diagnostic clinique de la COVID. Je crois que c'est un peu ces éléments-là qu'il faut
retenir parmi les points forts et les points faibles. Merci, Dr Kabono. C'est assez important qu'on puisse s'y attarder. Nous allons bientôt finir, mais ce que vous dites, en fait, c'est que du côté positif, c'était une étude multicentrique randomisée qui s'est faite, il faut le dire, assez rapidement dans des conditions où la pandémie se propageait assez rapidement. Au lieu que chacun puisse utiliser des traitements non prouvés, ils ont au moins, ces chercheurs au Royaume-Uni, ont pris le temps de commencer à ficeler cette étude. Et comme vous l'avez dit dans les points négatifs, il y a eu beaucoup de groupes, il y a eu beaucoup de facteurs et il y a eu des variations d'âge et ça n'a pas été un protocole très strict, mais nous comprenons le contexte dans lequel l'étude a eu lieu. Ce qui est important pour nous, Dr Dullo, au vu des points positifs que vous avez mentionnés et des points négatifs qui ne sont certainement pas moindres, quelle est la validité des résultats? Est-ce que nous pouvons les utiliser, extrapoler ces résultats, surtout dans les milieux à ressources limitées? Parce que nous savons que la dexaméthasone est un corticostéroïde assez disponible et moins cher. Et effectivement, avec des soins intensifs qui sont assez compliqués en milieu à ressources limitées, pouvez-vous donc conseiller aux praticiens des milieux à ressources limitées et ceux dans le monde, au vu des résultats de cette étude, il serait recommandé d'utiliser donc la dexaméthasone pour le traitement de la COVID? Oui, je crois qu'on peut recommander la dexaméthasone, on peut la recommander, ou dans un premier temps, je peux dire, je crois qu'on peut extrapoler les résultats que nous avons et à d'autres milieux, parce qu'ils ont inclus les malades avec presque toutes les comorbidités. Et quand vous regardez bien, à peu près 50% des malades avaient au moins une comorbidité. Je crois que ça, c'est important. Ils ont inclus effectivement les éléments qui influencent la mortalité en cas de COVID. Tous les âges étaient inclus et je crois que ça, c'est assez important. Et comme vous le dites, les stéroïdes sont quand même des médicaments assez accessibles. Et même là où les gens diraient que le dexaméthasone est un peu cher, il y a eu une branche où on a carrément donné prednisone, qui est assez accessible dans beaucoup de milieux, ou même l'hydrocortisone en IV, donc chez les malades qui ne peuvent pas prendre oralement. Donc je crois qu'avec tous ces éléments-là, on peut avec beaucoup de confiance dire que ces résultats sont applicables à d'autres endroits et donc on peut les recommander, surtout que jusque-là nous n'avons pas un traitement curatif clair et que quelque part une lueur d'espoir se voit avec une recherche bien fouinée. Je crois que beaucoup de gens devraient adopter ces traitements et le donner, particulièrement chez tous les malades qui sont sous oxygénothérapie et surtout les malades qui sont sous ventilation mécanique. Merci beaucoup, Dr Dullo, d'avoir discuté et partagé avec nous les résultats de cette étude. Nous avons donc parlé de l'étude Recovery sur la dexaméthasone pour voir si cette dexaméthasone effectivement avait un effet sur la mortalité liée à la COVID. Nous avons parlé du contexte, nous avons parlé du type d'étude même, nous avons parlé du milieu d'étude, de la population, des critères d'inclusion et d'exclusion. Nous avons parlé des méthodes statistiques qui ont été utilisées. Enfin, nous avons assez décortiqué les résultats pour critiquer en fait à la fin les points faibles et les points forts de cette étude. Merci beaucoup, Dr Dullo. Nous aurions pu l'aborder en utilisant des outils assez compliqués pour faire la critique des essais cliniques, mais nous l'avons fait de façon simple, de façon didactique, pour que justement nos objectifs, qui sont les objectifs de ces sessions de critique d'articles organisés sous l'égide de l'Association de médecine d'urgence de la RDC soient atteints. Donc, c'est d'abord de faciliter l'apprentissage de la critique en fait des publications scientifiques, mais aussi d'aider à la compréhension des principales étapes de
façon simple, de façon assez pragmatique, mais aussi de détailler les différents éléments qui nous permettent de juger de la valeur des résultats. Docteur Diolo, une fois de plus, merci pour votre disponibilité et nous espérons que vous répondrez encore prochainement à notre invitation pour essayer de continuer cette série de critiques des articles des publications scientifiques. Merci, Docteur Diolo, et au revoir à tous.